Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Victor Hérault, Alexandre Malafaye, Jean-Dominique Merchet, le colonel de Gouvion-Saint-Cyr pour évoquer le 14 juillet, ce défilé très stratégique et puis ce discours à l'hôtel de Brienne devant les armées d'Emmanuel Macron hier soir. On l'écoute. Votre engagement est inestimable. Il l'est d'autant plus que nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence et ces bascules sont aujourd'hui effectives et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Nous avons une avance, mais demain, au même rythme, nous serions dépassés. Jean-Dominique Merchet, cette liberté qui n'a jamais été si menacée depuis 1945, ça veut dire quoi exactement ? Je m'interroge, en fait, parce que je trouve que c'est un tout petit peu exagéré, quand même. Certes, Emmanuel Macron est né à la fin de la guerre froide, mais il y a eu des moments durant la guerre froide où ça chauffait vraiment, si je puis me permettre. Le blocus de Berlin, la crise des missiles de Cuba, en 1983 encore, on est passé vraiment à côté d'une grave crise géopolitique, la crise des euromissiles, etc., etc. Donc oui, il y a des tensions très forte en Europe avec la Russie, c'est clair, il y a même une guerre sur le sol européen. Mais dire qu'on n'a jamais connu cette situation depuis 1945 me semblait une dramatisation, sans doute pour permettre aux gens de prendre conscience de la réalité, qui est effectivement une réalité difficile. Mais je pense que c'est un peu exagéré quand même de dire ça. Alexandre Malafaye. Oui, il y a quelques mois, le président nous déclarait que nous étions en guerre. Et ce n'est quasiment la mobilisation générale. On a vu de quelle façon ça a été suivi des faits. Mais il a une sémantique, j'allais dire presque militaire, puisqu'il disait nous sommes en guerre au moment du Covid. Il parle du réarmement démographique. Il y a quand même comme ça une sémantique chez le président. Il a toujours une certaine sémantique, on va dire, emphatique. Il met toujours des mots très importants pour décrire une réalité. Et puis, souvent, malheureusement, les faits sont pas suivis d'action de manière satisfaisante. Après, si nos libertés sont menacées, c'est vrai. Il y a un sujet évident qui est là, mais en effet, il y a eu d'autres situations, y compris la période des attaques terroristes sur notre territoire. Là, pour le coup, on n'était vraiment pas confortable. Il y a eu la période sanitaire, la crise sanitaire. C'est un euphémisme, ouais, exactement. Non, mais la crise sanitaire, quand même, à un moment donné, on a tout suspendu. Alors, nos libertés étaient quand même particulièrement mises en question. Voilà, donc, effectivement, jouer en permanence avec les mots et les peurs, c'est dangereux. Après, si nos libertés sont menacées aujourd'hui, c'est elles le sont à ce point-là. Et sur certains sujets, elles le sont vraiment. Par des puissances qui ne font pas que du bien, loin s'en faut, et pas uniquement sur le terrain militaire, c'est parce que on a cultivé nos faiblesses. La vraie problème aujourd'hui, c'est pas tellement que les autres deviennent plus forts, c'est que nous, on devient plus faibles. On n'a pas préparé l'avenir de manière satisfaisante, et quand le président dit que nous avons une avance, là, pardon, je suis en désaccord complet. On est en retard dans pratiquement tous les domaines. Sur un plan militaire, sur un plan stratégique, sur un plan cyber, sur un plan numérique, sur un plan spatial, sur un plan offensif, sur un plan capacitaire, on a des trous partout où on est en insuffisance. Donc je veux dire, c'est des discours et des grandes rhétoriques qui sont extrêmement inquiétants. Je préférais qu'on soit beaucoup plus lucide et pragmatique, qu'on dise voilà où on en est, voilà ce qu'on veut faire, et effectivement tracer une feuille de route auquel on peut adhérer. Là, c'est des grands mots, c'est grandiloquent, et je trouve que c'est presque contre-productif. Victor Hérault. Moi, ce qui m'inquiéterait, ce serait que le président croit ce qu'il dit. Lorsqu'il dit vous allez fort, nous vivons un moment de bascule, nous en apercevons depuis longtemps l'imminence. Mais qu'a-t-il fait depuis ce longtemps ? Ça fait 8 ans qu'il est à la tête de l'État. Moi, je me souviens, juillet 2017, il venait d'être élu. Et Emmanuel Macron a un différend avec le général de Villiers. Suite à quoi, il dit sur l'augmentation, enfin sur la baisse plutôt du budget des armées. Le général de Villiers refuse que le président baisse, ou en tous les cas conteste cette baisse du budget. Le président lui répond si quelque chose oppose le chef de l'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major des armées change. C'est ce qui s'est passé. Le général de Villiers est parti. 8 ans plus tard, Emmanuel Macron donne raison au général de Villiers. Mais ça, 8 ans après, en augmentant le budget. Donc lorsqu'il dit ça fait longtemps que nous savons ce qui va se passer, mais qu'a-t-il fait pendant ce longtemps ? 3,5 milliards l'année prochaine et 3 milliards encore pour 2025. Alors je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est de défendre Emmanuel Macron. Parce que je ne suis pas réputé pour ça. Mais ce soir, je vais me faire l'avocat du diable. Il se trouve que quand même... au cours de ces 2 quinquennats, le budget de la défense aura doublé. C'est l'annonce qui a été donnée hier soir. C'est un effort que nous n'avons jamais vu. Ça fait quelques décennies que je suis les questions de défense et je peux vous assurer que ça, je ne l'avais jamais vu. Donc il faut quand même rendre hommage à cet effort. Alors
après, on peut s'interroger. Mais ça rentre aussi, dans un périmètre où on invite, et Donald Trump a été aussi Absolument. de ceux qui disaient qu'il fallait augmenter le budget de la défense au niveau des pays européens. Ouais. Je crois savoir que la Pologne est à 4,8 du PIB, on en est encore loin. Bien sûr, donc on est il à était peu question... près 2%, Voilà. et on s'est engagé lors du sommet de l'OTAN à aller à 3,5%. Mais je pense que le rythme est bon. Après, on peut s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas eu de grandes réformes militaires ces dernières années, comme celle que Jacques Chirac avait faite en son temps, 95, avec la professionnalisation des armées, ou le général de Gaulle avec la dissuasion nucléaire. C'est vrai que le contexte géopolitique change radicalement et appelle sans doute à des transformations de l'outil militaire. Ces transformations de l'outil militaire, on ne les voit pas. On voit beaucoup d'argent pour maintenir le système en l'état, sans grande ambition intellectuelle de réforme. C'est peut-être là que le bas blesse, mais reconnaissons, et les militaires sont les premiers à le reconnaître, de l'argent, il y en a pas mal. Je voudrais qu'on écoute le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. C'était ce matin lors du défilé au micro de CNews. On doit défendre notre autonomie, notre indépendance. Nous, on achète nos armes en France. Et le modèle gaulien, c'est un modèle dans lequel non seulement on dépend ni de Pékin ni de Moscou, on ne dépend pas non plus de Washington. Et au fond, c'est ça qu'on va aussi défendre dans les années qui vont venir, faire face à la menace pour vivre en paix et en liberté, défendre nos propres valeurs, mais aussi être capable de défendre cette autonomie et cette souveraineté. Il va falloir aussi réfléchir à un modèle différent, comment les industries de défense se financent sur la place des marchés. Donc il y a un effort très important qui a été fait, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est un enjeu de gestion des sous-traitants, des stocks, organiser notre réseau de PME bien mieux. Il faut désormais aussi apprendre à produire en grande quantité. Et donc c'est ça la petite révolution industrielle qu'il va falloir accomplir. Alors, Jean-Dominique Merchet, il y a quelque chose qui est assez... j'allais dire, en tout cas, c'est factuellement binaire chez le ministre des Armées, puisqu'il est à la fois un VRP de l'industrie de défense française, et puis il est ministre des Armées. Donc, il s'occupe notamment des hommes, et notamment de Charles-Henri de Gouvion-Saint-Cyr, qui est présent dans ce studio. Donc, il y a un côté acheté français qui revient, là, en l'occurrence, dans ce sonore, puisque le ministre a été interrogé par CNews, et en même temps, il fait son travail. Il fait son travail. On peut pas reprocher au ministre français des Armées de vouloir que le matériel militaire français se vende et s'exporte bien. En revanche, ce côté, si vous voulez être des Européens, il faut que vous achetiez français, ça passe très très mal dès lors qu'on a franchi les frontières de la France. Allez expliquer ça aux Allemands, allez expliquer ça aux Italiens, allez expliquer ça aux Belges. Mais parce qu'il y a l'OTAN, c'est ça qu'il faut expliquer. Parce qu'il y a l'OTAN. Et accessoirement, Monsieur OTAN était chez Donald Trump aujourd'hui dans la maison, dans le bureau ovale. Il y a aussi la dépendance qui est réelle et qui reste réelle de tous nos partenaires, de tous nos alliés européens à la dissuasion nucléaire américaine. Et ça, ce n'est pas prêt de changer. Et donc, ils sont contraints d'être parce que prenez le cas des Allemands. Les Allemands ont l'interdiction, se sont interdits à eux-mêmes de posséder des armes nucléaires. Donc, quand on n'a pas ses propres armes nucléaires, comme la France a la chance de les avoir, ou la Grande-Bretagne, on est obligé de dépendre des armes nucléaires d'un autre pour, au final, assurer sa protection. Et ça a un coût. Le coût, c'est notamment d'acheter des choses aux Américains. Ce que les Allemands ou d'autres, les Allemands pas tant que ça en fait, on les accuse beaucoup d'acheter américains, mais ils ont une grosse industrie nationale, ils produisent énormément de choses, notamment des blindés, mais voilà, cette dépendance politique aux États-Unis, elle reste forte. Votre grand ami, le général Paloméros, qui, j'entendais hier, disait en France, on sait faire des Ferrari. Alors on sait faire du matériel très très haut de gamme, on sait faire des Rafales, on sait faire des canons César, du matériel qui coûte extrêmement cher, mais on sait pas faire des 2 chevaux, on sait pas faire des petits drones à 20 000 euros qu'utilise par exemple la Russie pour bombarder l'Ukraine, qui sont des drones iraniens. On n'a pas de petits matériels, et est-ce que c'est ça aujourd'hui qui empêcherait, parce qu'on dit ça souvent, on dit qu'aujourd'hui dans un conflit de haute intensité, la France ne tient pas à cause justement notamment du manque de munitions. Oui, c'est vrai, c'est exact. Notre industrie d'armement, c'est comme une industrie du luxe. On sait faire des LVMH choses version incroyables. Voilà, on sait faire des choses incroyables dans à peu près tous les domaines, des sous-marins nucléaires, des bombes nucléaires, des satellites, tout ce qu'on veut. On sait faire des choses absolument incroyables à un niveau technologique très élevé. Mais on sait en faire
peu, parce qu'on n'a pas l'argent. Mais ça veut dire qu'on peut pas s'interdire de les acheter ailleurs, du coup. On les fait lentement. Et on s'interdit de les acheter ailleurs parce qu'on se dit, on a une industrie de défense. Sauf sur un certain nombre de choses. Par exemple, on nous parle du futur porte-avions, les catapultes, 1 milliard. Il va falloir quand même les acheter aux Américains. C'est pas ce que j'appelle du tout venant. C'est pas du tout. Mais effectivement, il faudra changer le porte-avions. Pour le matériel bon marché, mais au fond, c'est comme l'industrie en général. Est-ce qu'on produit encore en France beaucoup de t-shirts ou de jeans? Non, on produit du luxe et on a laissé. Donc il faut trouver des compromis avec d'autres pays, sans doute moins développés, qui vont pouvoir... L'Ukraine, par exemple, sans doute sera demain un énorme fournisseur de munitions au monde entier, aux Européens, parce qu'elle a développé son industrie de drones, et le drone étant devenu la munition essentielle du champ de bataille. Alexandre Malafaille. Oui, l'une des difficultés à laquelle on est confronté, en fait, ce sont les dépendances stratégiques sur un plan industriel. Alors en France, on a une certaine autonomie sur toute une série de sujets, et en particulier sur la dissuasion, ce qui est évidemment essentiel, mais ça ne suffit pas. Et on aimerait bien construire cette base industrielle de technologie de défense européenne, mais on n'en prend pas toujours le chemin. Là, récemment, les Allemands le Rheinmetall, qui est un très gros opérateur allemand, vient de signer un contrat magnifique avec les Américains pour des missiles. Donc en fait, quelque part, alors qu'on a des missiles sur le continent européen, ils vont se mettre entre les mains des Américains pour un certain nombre de décennies, parce que tous ces programmes militaires, y compris les avions F-35, quand vous commencez à vous équiper, c'est difficile de vous en débarrasser. Et c'est là où, à un moment donné, il faudra qu'on se pose une question stratégique. Et j'avais publié dans les excellentes colonnes de l'Opinion, il n'y a pas très longtemps, un article pour dire qu'il fallait une loi d'exception pour l'industrie de défense en France, si on veut ne pas se faire totalement détacher par les Allemands dans les prochaines années en matière industrielle. Il faut qu'on change les règles du jeu.